On regarde les Alpes et on a l'impression que c'est éternel, que ça ne bouge pas. Et pourtant, ces montagnes, elles ont une histoire absolument incroyable à raconter. Une histoire qui s'étale sur des centaines de millions d'années. On parle de continents qui bougent, d'océans entiers qui disparaissent, de forces colossales. Mais la vraie question, c'est comment fait-on pour lire cette histoire? Comment les géologues arrivent à déchiffrer ce qui est gravé dans la roche? Eh bien, c'est ce mystère qu'on va tenter de percer ensemble. Alors oui, comment lire une histoire qui a 4,6 milliards d'années? C'est un chiffre qui donne le vertige, non? Reconstituer l'histoire de la Terre, c'est vraiment comme une enquête de détective. Tous les indices sont là, juste sous nos pieds. Le truc, c'est de savoir où chercher et surtout comment les faire parler. Et la clé de tout ça, elle est là, dans les roches. Il faut voir chaque couche de roche, chaque strate, comme une page d'un livre. Un livre gigantesque qui raconte l'histoire de notre planète. Chaque page enregistre un événement. Le tout, c'est d'apprendre à lire ce livre de pierre. Bon, par où on commence? Le premier boulot du géologue détective, c'est de remettre tous les chapitres de l'histoire dans le bon ordre. On ne cherche pas encore à savoir quand ça s'est passé, mais juste à savoir quoi s'est passé avant quoi. C'est la toute première étape, établir la séquence des événements. Et ça porte un nom, la datation relative. L'idée, c'est pas de dire ça, c'était il y a 100 millions d'années. Non, pas encore. C'est plutôt de pouvoir dire, avec certitude, ok, ce dépôt de sédiments a lieu avant cette éruption volcanique, et l'éruption, elle, a eu lieu avant que cette faille ne casse tout. On construit la chronologie brique par brique. C'est une étape absolument cruciale. Et pour faire ça, les géologues ont 3 règles d'or, 3 principes de base. Premier principe, celui de superposition. C'est du pur bon sens. La couche la plus en bas est la plus réelle. Elle a forcément été déposée en premier. Deuxième principe, le recoupement. Si une faille, une cassure traverse des couches de roches, eh bien cette faille est forcément plus jeune que les roches qu'elle a cassées. Logique. Et enfin, troisième principe, celui d'inclusion. Imaginez un caillou coincé dans une couche de roche. Ce caillou, il devait bien exister avant que la couche se forme autour de lui, non? Avec juste ces 3 règles, on peut commencer à démêler des histoires géologiques super complexes. Et c'est là que ça devient fascinant. En combinant ces règles toutes simples, on arrive à reconstituer des scénarios incroyablement complexes. On peut dire, ok, d'abord il y a eu dépôt de ces couches, puis une intrusion de magma est venue de plus bas, ensuite tout a été érodé en surface, puis de nouvelles failles sont apparues. Chaque événement laisse une trace, et la datation relative nous donne la clé pour tout remettre dans l'ordre chronologique. Ok, on a l'ordre des événements, c'est super, mais maintenant on veut des dates, on veut savoir quand tout ça s'est passé. Et pour ça, il faut sortir l'artillerie lourde. Les scientifiques ont un deuxième outil, et celui-là il est d'une puissance incroyable, c'est l'horloge atomique de la Terre. Pour comprendre, l'image du sablier est parfaite. Imaginez qu'au moment précis où une roche se forme ou un minéral cristallise, on retourne un sablier atomique. Et les grains de sable qui s'écoulent, eh bien, ce sont des atomes radioactifs qui se transforment petit à petit. C'est ce qu'on appelle la datation absolue, ou la radiochronologie. En gros, dans certaines roches, il y a des atomes instables, qu'on appelle les éléments pairs. Spontanément, avec le temps, ils se transforment en atomes stables, les éléments fils. Et le truc génial, la clé de tout, c'est que cette transformation se fait à un rythme hyper régulier, parfaitement constant et qu'on peut mesurer. Ce graphique illustre ça très bien. Regardez la courbe verte. C'est la quantité d'atomes pairs qui diminue avec le temps. Ça ne diminue pas n'importe comment, ça suit une courbe exponentielle très précise. Et en même temps, la courbe bleue, ce sont les atomes fils qui apparaissent. Logique, l'un se transforme en l'autre. Le concept clé ici, c'est la demi-vie. C'est le temps qu'il faut pour que la moitié des atomes pairs se soient transformés. Et cette durée, elle est ultra précise et constante pour chaque élément. Du coup, la règle du jeu est super simple. Plus on trouve d'atomes fils par rapport aux atomes pairs, plus la roche est vieille. C'est tout. En mesurant ce ratio, les scientifiques peuvent calculer très précisément depuis combien de temps le sablier atomique a été retourné. Et donc, ils peuvent connaître l'âge exact de la roche. Donc pour résumer, on a 2 super outils qui travaillent main dans la main. La datation relative, c'est pour savoir qu'est-ce qui s'est passé en premier. Ça nous donne le scénario, l'ordre des chapitres. Et la datation absolue, c'est pour répondre à quand est-ce que ça s'est passé. Ça met les dates sur les chapitres. Et là, on a une chronologie complète. Allez, maintenant qu'on a les outils du détective, on va s'attaquer à une grosse affaire, le mystère des Alpes. On va voir comment tout ça nous permet de reconstituer l'histoire incroyable de cette chaîne de montagnes. Une histoire de continents qui valsent et d'un océan qui a complètement disparu. Et le premier indice, franchement, il est dingue. En plein milieu des Alpes, à des milliers de mètres d'altitude, on trouve des roches qu'on appelle des ophiolites. Et ces roches, ce sont des morceaux de plancher océanique, du basalte, du gabbro, des roches qui se forment au fond des océans. Trouver ça au sommet d'une montagne, c'est la preuve absolue, irréfutable, qu'un océan existait là bien avant les Alpes.
Mais alors, il est passé où cet océan? Eh bien, il a été littéralement avalé. La plaque océanique a plongé sous une plaque continentale. C'est un processus qu'on appelle la subduction. Et en s'enfonçant dans les profondeurs de la Terre, les roches de ce plancher océanique ont été cuites à des pressions et des températures monstrueuses. Elles se sont transformées, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme. Et ces roches transformées, elles sont comme des indices sur une scène de crime. Ce diagramme le montre bien. Certains minéraux, comme le glaucophane, qui donne une couleur bleue aux roches, ou le grenat, ne peuvent se former que dans des conditions bien précises. Une pression énorme, mais une température relativement basse. Et ces conditions, c'est la signature unique, l'empreinte digitale d'une zone de subduction. On sait donc non seulement qu'il y a eu subduction, mais aussi à quelle profondeur ces roches sont allées. Cette histoire des Alpes, elle est spectaculaire, c'est sûr. Mais ce n'est pas un cas isolé, loin de là. En fait, elle fait partie d'un cycle immense, un schéma qui se répète encore et qui dicte la tectonique de notre planète depuis des milliards d'années. Ce grand balai des plaques, on l'appelle le cycle de Wilson. Et pour les Alpes, le rideau se lève il y a environ 245 millions d'années. À l'époque, il y a un seul supercontinent, la Pangée. Et ce supercontinent se fracture, il commence à se déchirer, les morceaux s'éloignent. C'est la première étape, le rifting. À mesure que les continents s'écartent, un espace se crée entre ce qui deviendra l'Europe et l'Afrique. Et dans cet espace, un nouvel océan se forme, l'océan liguro-piémontais. Une nouvelle croûte océanique est créée en permanence au fond de cet océan qui s'élargit. C'est la deuxième étape, l'océanisation. Mais attention, retournement de situation il y a 80 millions d'années. La machine s'inverse. Les continents arrêtent de s'éloigner et commencent à se rapprocher. L'océan liguro-piémontais se retrouve pris en sandwich. Sa croûte qui est plus lourde commence à plonger sous l'autre plaque. C'est le début de la subduction. L'océan commence à se refermer. Et le grand final, le climax, arrive il y a environ 30 millions d'années. L'océan a complètement disparu, avalé par la subduction. Et là, c'est le choc frontal entre les deux continents, la collision. La force de cet impact est tellement titanesque qu'elle va plisser, fracturer, empiler la croûte terrestre sur des kilomètres d'épaisseur et faire surgir l'immense chaîne de montagnes qu'on connaît aujourd'hui. Les Alpes sont nées. C'est l'étape de la collision. Rifting, ça s'ouvre. Océanisation, un océan se forme. Subduction, ça commence à se fermer. Collision, boum, une montagne. Voilà la recette, la séquence complète du cycle de Wilson. C'est un cycle sans fin d'ouverture et de fermeture d'océans, et c'est le moteur qui fabrique les grandes chaînes de montagnes de notre planète. Et quand on regarde cette carte du monde, on se rend compte que les Alpes, finalement, ce n'est qu'une cicatrice parmi d'autres, et une cicatrice assez jeune en plus. Toute la surface de la Terre est parcourue par ces ceintures orogéniques, ces chaînes de montagnes. Ce sont toutes les cicatrices des anciennes collisions, les témoins des cycles de Wilson qui se sont succédés et qui ont sculpté le visage de notre monde. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée, assez vertigineuse. La Terre n'est pas une planète figée, elle est vivante, dynamique. Le cycle de Wilson ne s'est pas arrêté, il continue, là, maintenant. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, en regardant comment les plaques bougent aujourd'hui, où est-ce que les prochains océans vont s'ouvrir? Et surtout, où est-ce que les prochaines grandes chaînes de montagnes, les Alpes du futur, vont surgir de la Terre?